Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans notre webinaire aujourd'hui. On est content de vous retrouver après 2 mois sans animation de webinaire. Est-ce que tout le monde nous entend correctement? Sachant qu'on est toutes les deux dans la même pièce, si vous pouvez juste nous faire un petit message peut-être dans la zone de chat pour nous confirmer que le son est bien OK. A priori, super. Parfait. Nickel. Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ma part, Betty, ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, avec moi, Anaëlle. Bonjour. Donc, moi, je suis conceptrice pédagogique chez Innov Academy depuis 6 mois en stage. Alors, on va commencer par vous partager tout de suite notre écran. Hop. C'est en train de charger et normalement, vous devez bien voir notre écran. Donc, on est aujourd'hui ensemble pour 45 minutes pour vous parler de l'accessibilité, comment enfin rendre accessibles vos contenus de formation. Alors, donc on s'est présenté déjà, donc Anaëlle et moi-même, donc je suis moi-même la fondatrice d'Innov Academy. Alors avant de commencer, pour nous c'est important quand même de rappeler aussi une petite définition sur l'accessibilité. Donc l'accessibilité du web signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web. Plus précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, mais aussi interagir avec le web et qu'elles peuvent contribuer sur le web. L'accessibilité du web bénéficie aussi à d'autres, notamment les personnes âgées, dont les capacités de changement avec l'âge évoluent. Donc voici pour la première définition sur l'accessibilité, que tout soit bien au clair ensemble. Donc on parle bien en effet de l'accessibilité, principalement en asynchrone, sur la navigation sur le web. Et pour notre part, on va davantage parler aujourd'hui, évidemment, de l'accessibilité en formation. Donc pour nous, il y a 3 objectifs pour rendre accessibles les contenus de formation. Le premier, c'est de pouvoir rendre finalement autonomes tous les apprenants sur les formations, de pouvoir les intégrer au parcours de formation et qu'il y ait évidemment une égalité au niveau de la formation, que tout le monde puisse se former et accéder à des contenus. Il existe, si vous ne les connaissez pas, 2 référentiels concernant l'accessibilité. On vous recommande vraiment et vivement de vous référer à ces 2 référentiels-là. Le premier, il s'agit du WCAG, qui signifie Web Content Accessibility Guidelines. Ici, vous allez retrouver un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques pour faire des contenus qui soient vraiment accessibles en fonction des types de handicap. Ensuite, vous allez avoir le RGAA, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Celui-ci va simplement servir à vérifier la conformité au WCAG. Donc, ce sont vraiment les 2 référentiels sur lesquels vous pouvez aller vous balader pour améliorer vos contenus de formation. Ce qui va être important aussi de rappeler, c'est que finalement, il existe différents types de handicap, ça vous le savez, mais on va surtout catégoriser les types de handicap sous 3 catégories. On va avoir les permanents, une personne qui va naître, par exemple, je ne sais pas, aveugle, qui va rester aveugle tout au long de sa vie. On va avoir des handicaps plutôt temporaires, qui peuvent être liés à un accident et qui vont être du coup vraiment à un instant T dans notre vie, avec un début et une fin. Et on va retrouver un rythme de vie sans handicap à un moment donné. Et puis, on va retrouver tout ce qui va être les handicaps qu'on appelle situationnels. Donc là, on a mis un exemple, un nouveau parent qui va avoir très souvent ses enfants dans les bras quand il va suivre des formations en ligne, mais ça peut être aussi des handicaps situationnels. Par exemple, si vous avez des travaux à côté de chez vous, vous êtes en télétravail, ça peut devenir vraiment un handicap lorsque vous suivez des formations. Donc, ça rentre vraiment dans les types de handicaps situationnels. Alors, donc, l'accessibilité dans la formation, donc, c'est apporter des réponses individualisées et adaptées. Il faut adapter votre contenu. Il faut vraiment, c'est super important de connaître votre public cible pour adapter au mieux selon les handicaps qui sont présents, etc. Aussi, pour obtenir la certification Calliope, il faut répondre à un indicateur qui dit qu'il faut mobiliser les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner, former ou orienter les publics en situation de handicap. Alors l'AGFIP, qui permet de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi de personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail. Si vous avez toute question par rapport à l'accessibilité de votre organisme de formation, de vos contenus, etc., vous pouvez vous rapprocher auprès de l'AGFIP de votre région.
Alors, au programme, aujourd'hui, on va vous donner des bonnes pratiques concernant les textes, les couleurs, mais aussi les images, aussi pour les audios et les vidéos. On va voir comment simplifier la navigation. Et enfin, on vous donnera quelques bonnes ressources et cas concrets. Super. Donc, première partie sur la partie rédaction des textes. Il y a une première chose donc, par rapport au contenu sur les mots et les phrases. Le contenu doit être le plus simple et le plus clair possible. Essayez de synthétiser au maximum les informations en partant du général pour aller vers le détail. Utilisez évidemment un vocabulaire qui soit adapté au type de handicap que vous allez avoir, votre public cible. Et surtout, forcez-vous à faire un maximum de feedback dans les formations en ligne. Évidemment, c'est important pour n'importe quel apprenant, mais l'importance va vraiment être décuplée lorsqu'on a un handicap. Ça va leur permettre de davantage les motiver et comprendre leurs erreurs ou ce qu'ils auront bien fait. Évitez également des phrases qui vont être trop complexes au niveau des instructions et surtout faites très attention aux doubles négations. J'irai vraiment essayer de faire des instructions, des énoncés qui soient le plus simples possible et des phrases assez courtes. Aussi, pensez à bien limiter au maximum les abréviations. Alors, au niveau de la mise en page du texte, le contenu doit être structuré avec une hiérarchie, c'est-à-dire le titre, on va le mettre en grand, les sous-titres en beaucoup plus petit, enfin voilà, avec une hiérarchie. Voilà. Il y a le zoning pour distinguer les différentes activités. Donc, le zoning, comme on le voit là sur l'exemple, c'est des encadrés qui vraiment permettent de séparer chaque activité. Donc, les apprenants vont pouvoir se repérer beaucoup plus facilement. Ensuite, donc, la règle du 40-60. Donc, comme on a dit, pour qu'un module soit clair sur une page, il faut peu d'écrit et beaucoup plus de blanc. Donc, 40% d'écrit et 60% de blanc. À gauche, on voit qu'il y a énormément d'écrits et c'est peu lisible et ça peut entraîner une surcharge mentale. Et à droite, c'est la bonne version avec 40% d'écrits et 60% de blanc. C'est beaucoup plus clair, plus simple. Donc, pensez à faire vraiment davantage d'espacement dans vos contenus de formation en ligne. Voilà. Ensuite, il y a une petite question. Ah, pardon. Voilà. On va vous poser une question donc sur le sondage. Voilà, ça va être lancé. Il faut y répondre, s'il vous plaît. Donc, pour y répondre, vous pouvez cliquer en bas sur sondage. Ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm, vous avez un petit bouton sondage sur lequel vous allez retrouver la question. Et donc, la question est la suivante. D'après vous, quelle mise en page est à privilégier pour un contenu accessible? Centré, à gauche ou justifié? Donc, on vous laisse répondre à cette question-là. Andrea, tu vois les réponses? Alors, on regarde en même temps vos réponses. Pour le moment, on est à égalité sur à gauche et justifié. Tout le monde n'a pas encore répondu. Peut-être que vous êtes en train d'aller sur Google pour trouver la bonne réponse. Donc, ça ne bouge pas. Donc, le résultat, donc on a 50-50 à gauche et justifié. OK. Alors, la bonne réponse était en effet à gauche. Il va falloir vraiment éviter au maximum de justifier ou de centrer le texte. Pourquoi? Parce que cela, ça va entraîner beaucoup plus d'espacement entre les mots ou entre les phrases, et donc ça va rendre plus difficile la lecture de votre contenu. Donc toujours simplement laisser le texte à gauche. Ensuite, d'autres petites astuces, il va falloir essayer de privilégier au maximum les listes à puces ou des listes numérotées. Concernant l'interligne, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un interligne de 1,5, donc du contenu suffisamment espacé, et aussi de faire des sauts de ligne entre les paragraphes. Ça revient à ce que vous disiez également, Anaëlle, sur le zoning. Plus vous allez avoir d'espacement entre les paragraphes, plus ça va aider en effet votre apprenant à comprendre qu'on arrive dans différentes activités. On va parler maintenant un petit peu plus de la taille, de la police et du gras. Donc, évidemment, essayez de favoriser au maximum une grande taille de police et d'utiliser des polices qui soient sans empattement. Donc là, on vous en a mis quelques-unes, Arial, Calibri, etc. Conservez également les accents sur les lettres capitales. Ça va vraiment être important également pour eux.
Enfin, éviter les effets de style. On a toujours envie de rendre jolis nos contenus de formation en ligne. Pour autant, less is more, donc essayez d'en faire le moins possible. Éviter donc tous les styles, le gras et le soulignement au maximum. Donc ça, c'est pareil. On a tendance, même nous, hein, là, aujourd'hui, sur le webinaire, on a mis des mots en gras qui nous paraissent importants. Pour autant, quand vous allez concevoir un contenu pour des personnes avec des situations de handicap, il ne faudra pas les utiliser. Et dernier point, condamner l'italique. On va vous parler et vous montrer en live un outil qui va vous permettre aussi de pouvoir améliorer vos contenus auprès de personnes qui vont avoir des troubles 10. Donc, je vais laisser la main directement à Anaëlle qui va vous présenter cet outil. Donc, c'est un outil qui est 100% gratuit, disponible en ligne. On va vous les envoyer également à la fin du webinaire si vous souhaitez les réutiliser. Voilà, alors est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, on voit mon écran. Alors, donc c'est un outil en ligne et aussi on peut le télécharger et il est compatible avec OpenOffice et LibreOffice. Donc là, par exemple, j'ai un texte, je vais le sélectionner et vous pouvez marquer les phonèmes, donc les sons, les différents sons, marquer les syllabes en les soulignant, marquer les lettres muettes, donc les lettres qu'on n'entend pas, et colorer les différents mots. Donc, par exemple, je vais marquer les phonèmes. Donc là, voilà, on voit le son OU, enfin on, OU, etc. On fait ça pour revenir au style normal. On resélectionne et puis on peut choisir par exemple selon les syllabes. Et ça va vraiment améliorer la lecture pour les personnes qui présentent des troubles 10 notamment. Voilà. Je remets le... Ouais, je n'arrive pas à le... Alors. Faut que tu répondes au sondage sinon. Et pour revenir sur ce qu'a dit Betty, alors on n'a pas utilisé de gras justement, en fait on a modifié, au début on avait mis du gras et puis en fait c'est beaucoup plus gros le gras. Là on a mis vraiment une épaisseur moyenne, mais c'est pas, il y a aussi le semi-gras et le gras. Donc on a essayé justement de faire le plus accessible possible. Donc ensuite on passe à l'association des couleurs. Donc la règle des 3C, donc là, le contraste, la cohérence et la combinaison. Donc concernant les contrastes, en effet, il faut créer des contrastes importants entre l'arrière-plan et le contenu pour que ce soit beaucoup plus lisible. Mais c'est pas nécessaire de faire de pousser à l'extrême les contrastes. Voilà. Il faut éviter aussi l'effet de scintillement ou le papillotement, on appelle ça. C'est-à-dire l'arrière-plan quand il est en blanc, ça peut créer un effet de scintillement en fait, ça va réduire la visibilité de 20%. Et donc en fait il est préférable de mettre un gris très très clair ou un beige même pas visible. Nous on a mis, voilà, c'est pas blanc, nous c'est très clair mais enfin gris très clair. Voilà. Donc il y a deux outils pour ça, pour vérifier le contraste de vos contenus. Donc il y a Color Review et il y a Stark qui est un plugin aussi sur Figma, un outil de création graphique que je vais vous présenter. Alors, donc on va commencer par Color Review. Donc c'est ça, c'est très très simple. Là, vous mettez vos couleurs que vous voulez, voilà. Et puis en fait, vous pouvez voir en haut l'accessibilité. Donc AA, c'est bien. AAA, c'est avec 3 A, c'est encore mieux. C'est parfait. Et là, vous pouvez visualiser ce que ça fait avec une mise en page et de l'écriture. Voilà. Concernant Stark, alors, donc là, je vais dans Figma. J'ai créé quelques petits encadrés, bonjour, voilà, très simple. Avec un clic droit avec le plugin, donc on va retrouver Stark. Alors, il y a Check Contrast qui va s'ouvrir. Voilà, donc là ensuite je sélectionne mon groupe et là il nous dit voilà, que c'est accessible. Normal texte et large texte et l'épaisseur du texte.
Là, par exemple, c'est pas du tout accessible. Là, c'est accessible. Et là, c'est à moitié, donc non, c'est pas accessible, hein. Il y a plus de croix que de check. Il y a aussi dans Stark une option qui vous permet de visualiser vos images avec un filtre de daltonien, en fait, pour simuler le daltonisme. Donc voilà, par exemple, là, on a pris une image. L'original, c'est celle-ci. Et avec le daltonisme comme ça, on voit les couleurs de cette façon-là. Il y a 3 types de daltonisme. Hop, et voilà. Voilà pour moi. Donc ça, ce sont vraiment 2 outils très, très simples à utiliser, encore une fois. Et même si vous avez une couleur très importante de votre charte graphique, vous pouvez très bien utiliser à partir du premier outil que Anaëlle vous a montré, avoir tout de suite la bonne couleur de contraste et voir si vous devez un petit peu modifier ou non votre couleur très rapidement. Parfait. Alors ensuite, concernant la cohérence pour les couleurs, effectivement, il faut être cohérent avec les habitudes de travail et les spécificités culturelles. On a pris un exemple. En France, le rouge caractérise la faute et le vert, c'est quand c'est correct. Mais par contre, en Inde, le rouge caractérise la pureté et en Chine, le vert signifie le mensonge. Donc c'est le contraire. Donc il faut vraiment s'adapter aux spécificités culturelles par rapport aux couleurs. Faire attention à ça. Ensuite, les combinaisons de couleurs. Comme on a dit, les daltoniens... ah non, pardon, il y a un sondage juste avant. Voilà, on va lancer le sondage. Est-ce que vous pouvez y répondre? On vous propose une nouvelle question. Voilà. Selon vous, quelles couleurs sont à éviter au maximum pour les personnes daltoniennes? Le rouge et le bleu et le vert, ou le vert et le rouge? Donc toujours pareil, il vous suffit d'aller dans le sondage. Du coup, la plupart ont vu, je pense, sur la diapositive suivante. Un peu loupé. Ou alors, hein. Parfait, donc on a 13% de réponses, le vert et le rouge. C'est ça. Alors, donc, comme on l'a dit, donc le rouge et le vert ne sont pas distingués par les personnes daltoniennes. Donc, il faut limiter ces couleurs-là. Il est recommandé de concevoir une interface en monochrome. Et pour les fonds ou symboles, il faut choisir une bonne combinaison de couleurs. Pour cela, il y a 2 outils. Donc, je vais vous présenter Color Safe. Et il y a le lien pour l'autre, vous pourrez y accéder directement. Alors, là, j'y suis. Est-ce que tu peux me balancer? Merci. Donc voilà, alors là, vous rentrez votre couleur d'arrière-plan, la police que vous souhaitez, etc. Là, vous avez le texte en visu. Et vous générez une palette de couleurs. Et là, vous pouvez choisir, vous cliquez sur des couleurs. Et là, il y aura le ratio d'accessibilité qui vous dit si c'est accessible ou non. Voilà, en fait, ça dépend de l'arrière-plan aussi. C'est entre l'arrière-plan et le texte. Background. Je sais pas, je mets au pif. Je sais pas si c'est une couleur ça. Tant pis. Donc voilà, vous pouvez choisir plein de couleurs et là vous voyez ce qui est les bonnes combinaisons de couleurs. Voilà. Parfait. Merci. Je reprends. Hop. N'utilisez pas la couleur comme unique moyen de transmettre une information, mais on peut rajouter aussi les icônes ou du texte. Par exemple, là, sur l'image, dans un formulaire, par exemple, on a souvent, quand on ne remplit pas un champ, il nous met un encadré rouge. Sauf que, par exemple, les personnes daltoniennes ne verront pas le rouge. Donc, ils ne vont pas avoir l'information il manque cette information. Donc, on rajoute du texte, ou là, on aurait pu mettre une petite icône, point d'exclamation, voilà, pour dire il manque quelque chose. Alors, on va passer maintenant à la mise en page des différentes images. Ce qui est important de savoir, c'est que au niveau des différents handicaps, la simple position de l'image va jouer un rôle dans la compréhension de l'information.
on va avoir soit un rôle d'introduction, un rôle esthétique ou un rôle de synthèse. Si l'image est avant un premier paragraphe, ici votre image joue donc un rôle d'introduction. Si l'image se trouve au milieu du texte, elle va avoir un rôle esthétique, donc peu, je dirais en tout cas, d'importance si vous êtes avec des personnes avec un handicap qui pourraient être des personnes aveugles. Si on est sur un rôle esthétique, ça a peu d'intérêt d'en mettre. Rôle de synthèse, ça va être si votre image est après un paragraphe ou un groupe de mots. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, vraiment, l'endroit où vous allez positionner l'image va jouer un rôle pour eux. Quelques petites astuces. Il va falloir toujours laisser la possibilité sur l'interface de pouvoir zoomer les différentes images. Ensuite, faites attention aux différents pictos qui pourraient être ambigus. Il va toujours falloir les accompagner d'un texte ou d'une infobulle. Là, on vous a mis 2 pictos, par exemple, un cycle et une mise à jour. Si on ne met pas le texte en dessous, on ne sait pas forcément à quoi cela va correspondre. Utilisez également un texte alternatif à toutes vos images. Il faut au maximum expliquer ce que vous présentez dans l'image pour que les différentes personnes en handicap puissent comprendre l'image. À l'inverse, il est préférable de masquer les images qui sont vraiment décoratives. Quatrième partie sur la création des audios et des vidéos. Alors, quelques bonnes pratiques. Tout d'abord, de toujours donner un titre à vos vidéos pour qu'ils sachent tout de suite ce qui va se passer, ce qui va arriver et de quoi est-ce qu'on va leur parler. Ensuite, il va falloir insérer au maximum des sous-titres et du texte alternatif à vos vidéos et podcasts. Donc, toujours intégrer du sous-titrage. Et quand on parle de texte alternatif, ça peut être par exemple, si dans votre vidéo, je ne sais pas, on voit une personne qui monte dans une voiture, il faudrait qu'il y ait un sous-titrage d'une couleur différente qui précise une dame est en train de monter dans une voiture, elle arrive à un feu rouge, etc. Il va falloir vraiment détailler au maximum ce qui se passe au sein de votre vidéo. Intégrer de l'audio description et donc contrôler l'avancement et le volume grâce au lecteur. Donc tout simplement, ici vous le voyez, il faut qu'ils puissent directement, eux, contrôler la rapidité, la vitesse de lecture de la vidéo, pouvoir modifier très simplement le volume et pouvoir y intégrer ou non les sous-titrages. Donc il faut leur laisser vraiment ces 3 options-là. Dernière bonne pratique, le son ne doit absolument jamais être déclenché automatiquement. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, si une personne a un lecteur d'écran sur son ordinateur, il va commencer à lire, je ne sais pas, menu, chapitre 1, texte 20, et la vidéo va se lancer par-dessus, ce qui fait que ça va être complètement incompréhensible pour lui. Donc, ne jamais lancer le déclenchement automatique du son sur vos vidéos ou podcasts. Alors, on passe à la simplification de la navigation de vos modules. Alors, en premier, donc, le livret des boutons doit être clair et simple. Il faut aussi prévoir un intitulé explicite pour chaque champ de formulaire. Donc, par exemple, on a mis zone de saisie pour vraiment voir à quoi ça correspond. 2 boutons ne doivent pas être côte à côte s'ils ont des actions opposées. Donc là, dans l'exemple, on a mis valider et quitter. Si un apprenant met une demi-heure à remplir, répondre à la question et qui quitte, qui clique sur quitter, par exemple, je pense à un apprenant avec des troubles moteurs, donc qui peut avoir des tremblements, qui clique sur quitter au lieu de valider, il va devoir tout recommencer. Donc, il faut espacer. Donc, les zones cliquables suffisamment grandes et espacées les unes des autres sont à prévoir aussi. Et ne pas les mettre côte à côte. Le contenu d'un module doit avoir un menu et doit aussi garder une profondeur limitée. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre un lien dans un lien avec un lien parce que sinon, l'apprenant va être complètement perdu. Donc, il faut vraiment limiter ça. Et on doit pouvoir parcourir sans utiliser la souris votre module, c'est-à-dire on peut utiliser le clavier. Il existe des touches spécifiques pour parcourir la page web ou le module. Et enfin, donc les bonnes ressources. En premier, il y a Atalan, qui est un site mais super. Je vais vous le présenter. Est-ce que tu peux me mettre en premier? Merci beaucoup.
Voilà, alors c'est celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez, mais il est super. C'est un site qui permet de simuler en fait ces handicaps-là. Donc le daltonisme, la malvoyance, la cécité, malentendance, handicap moteur. Donc par exemple le daltonisme. Là, tout le site devient comme si nous, on se met à la place en fait d'un daltonien. Donc on voit les couleurs comme lui. Là, on voit la différence. Et en fait, c'est un site aussi qui explique le daltonisme, etc. Donc ça, c'est super. Il y a aussi la malvoyance. Donc là, il y a une grosse tache, cataracte, etc., rétine pigmentaire. La cécité, donc là, vraiment, on voit le lecteur d'écran pour les personnes aveugles. Donc, on se met vraiment à leur place, comment ils perçoivent ça, enfin, le site. Et voilà, donc il est super ce site. Ensuite, il y a l'accessibility checker. Donc, c'est un vérificateur d'accessibilité sur le pack Microsoft, Word, PowerPoint, etc. Je vais vous montrer rapidement. Alors, par exemple, j'ai pris n'importe quoi sur Word. Vous faites exporter. Et là, en fait, vous avez un encadré jaune, examiner l'accessibilité. Donc là, vous cliquez. Et sur la droite, vous avez toutes les erreurs. Texte de remplacement manquant. C'est toutes mes images qui n'ont pas de texte alternatif. Donc, une personne qui est aveugle ne pourra pas. Une personne qui ne peut pas avoir n'aura pas le texte et aucun titre dans le document. Donc ça c'est super pratique aussi. Non, je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux me remettre en premier plan? Merci. Le RGAA, on en a déjà parlé, donc c'est les critères et tests pour vérifier la conformité aux exigences d'accessibilité. Non. Voilà. Est-ce que tu peux me passer le suivant? Est-ce que ça marche pas? Voilà. Merci. Ensuite, il y a Lire Couleur, donc, que je vous ai présenté. Color Review aussi, donc un outil pour les contrastes. Et Ressources Handicap Formation, c'est un centre de ressources pour mieux prendre en compte le handicap en formation. Ouais. Alors, on a terminé la présentation de notre webinaire. C'était une première pour Anaëlle et moi à co-animer. Donc, merci pour votre indulgence et les quelques couacs qu'on a pu avoir. Alors, on va regarder. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai bien vu qu'on avait une première question donc, de Claire. Que pensez-vous de l'outil Contrast Grid qui indique l'accessibilité des associations de couleurs? Est-ce que tu connais celui-ci, Anaëlle? Non. Là, comme ça me dit rien, celui-ci. Donc ça, il faudra qu'on regarde. Du coup, on ne connaît pas. Donc, on va regarder cet outil-là et vous répondre par la suite puisqu'on a votre email. Donc, on vous répondra, Claire. Je vais regarder dans les questions. Donc, on a une question de Floriane. Le support sera-t-il disponible à la fin du webinaire? Vous aurez uniquement le replay qui sera disponible, mais pas le support de la présentation. Ça va un poil vite pour prendre des notes. Vous aurez le replay, donc vous pourrez le resuivre à votre propre rythme. Désolée si on a été trop rapide. Floriane avait déjà répondu. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On se tient à votre disposition. Donc évidemment, c'est un sujet très large. Donc en une demi-heure, il a fallu qu'on fasse des choix et compris du risque qu'on voulait vous faire passer en termes de messages. Néanmoins, on pourrait aller évidemment beaucoup plus loin sur ces sujets-là. Maintenant, pour nous, voilà, on s'est dit, travaillons la base d'un module de formation, que ce soit en synchrone ou asynchrone, pour vous donner tout de suite des bonnes pratiques que vous puissiez appliquer simplement et pas partir dans un premier temps sur des outils ou sur des plateformes LMS où là, vous n'avez pas forcément la main. Donc, on s'est vraiment attardé davantage sur les contenus que vous allez créer et ce que vous pouvez faire à votre niveau. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, alors il existe aussi des polices pour les apprenants 10. Oui, sur Word, il y a Open Dyslexie. Oui. Vous pouvez le retrouver directement, en effet, sur l'outil. Connaissez-vous des ressources pour aider à concevoir des contenus accessibles aux lecteurs d'écran pour les aveugles?
Non. Non. Non, après, je dirais que la navigation doit être au plus simple possible pour que le lecteur d'écran euh, soit simple. En fait, quand il va prononcer, naviguer, ce sera simple. Donc, vraiment menu, les choses principales, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de choses décoratives, décoratives, encore une fois. Aller à l'essentiel. Parfait. Pas d'autres questions? Merci pour vos messages, merci pour votre participation à vous. Et on espère que ça vous sera utile pour les prochaines réalisations de contenu. On vous souhaite une bonne journée. Oui. On vous dit à bientôt. Et petit dernier détail pour ceux qui le souhaitent. Donc, on organise, pour rappel, un webinaire tous les mois en fonction de thématiques qu'on choisit et des tendances sur le marché de la formation. Vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on va animer et également d'autres actualités au sein de notre newsletter si vous souhaitez vous inscrire. Vous pouvez nous retrouver directement sur LinkedIn ou sur notre site internet si vous voulez vous inscrire à la newsletter. Et je crois qu'on a tout dit. On vous souhaite une très bonne journée. Ah oui, Andrea vous a mis le lien si vous voulez pour la newsletter. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt et encore merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.